Bonsoir à tous et merci d'être fidèles comme chaque jeudi au rendez-vous de Monde des Arts avec une question cruciale tout de même. Ce soir, une question qui n'est pas souvent abordée, c'est d'ailleurs le genre de question qui n'intéresse que les concernés. Et pourtant, ils sont nombreux les concernés, ils sont nombreux les artistes qui sont parents ou qui galèrent d'ailleurs, et les artistes d'ailleurs qui ne le sont pas encore. Et qui hésitent peut-être, et on peut les comprendre, quand on est comédien, comédienne, circassienne, danseur, danseuse, musicien, etc., le choix de devenir parent peut s'avérer stressant, voire inquiétant, et les raisons sont nombreuses. Disponibilité plus restreinte, changement dans les rythmes, dans les horaires, transformation des corps, notamment pour les mères, question des tournées, des résidences d'artistes, qui sont pour la plupart enfants non admis, etc. Dès lors, des aménagements sont-ils possibles? On va en discuter. Les responsables du secteur de la scène ont-ils suffisamment conscience de cette problématique, et le futur statut d'artiste dont on nous parle depuis un petit temps est-il ouvert à cette question? Le monde des artistes du spectacle vivant et celui de la famille, est-ce que ces deux mondes sont compatibles? Eh bien, on n'en est pas si sûr ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Cécile Lupin, vous êtes maman, on va commencer pour ça tout simplement. Tout à fait. 2 enfants, c'est ça? Oui. Ouais, je suis maman de Titus qui a 6 ans et Ouma qui a 3 ans et demi. D'accord, on les salue s'ils regardent la télé, j'en sais rien. Peut-être un peu, vous les posez devant la télé. Alors vous étiez scénographe et vous êtes devenue autrice, c'est ça? Oui. Et ça a coïncidé en fait avec le moment où je suis devenue maman. Et je crois que les choses se sont un peu alignées pour ce changement doux de carrière de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'en fait, maintenant, avec le recul, eh bien, je me rends compte que c'était bien pratique aussi de switcher vers l'écriture plutôt que la scénographie. Et voilà, je reste toujours dans le même domaine, je travaille toujours dans le domaine du théâtre, ouais. Mais l'écriture est clairement un acte plus solitaire que je peux faire à toute heure du jour, de la nuit, que je peux faire dans toutes circonstances. Ouais, on va développer tout ça. En face de vous, Stéphanie Manger. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Combien d'enfants? Beaucoup, vous, je crois, non? Oh, 1000. Donc je me suis limitée à 3 et c'est déjà pas mal. Ouais. Et ces questions-là vous préoccupent beaucoup puisque vous organisez avec Emmanuel, on va en parler, une journée de réflexion sur ce thème bientôt. Exactement, le 4 octobre à la Bellone. Qu'est-ce qui vous motive à développer ce sujet? C'est vrai que je disais, on n'en parle pas tellement en fait, alors que ça concerne plein de gens. Exactement. Ouais. En fait, donc quand je suis devenue maman, ouais. Je me suis rendu compte que en fait toute la responsabilité d'inventer des solutions reposait sur mes épaules et que en fait cette question n'était jamais abordée dans les institutions, ouais. Et qu'il y avait qu'on arrivait dans ce milieu avec de nombreuses injonctions qui disaient ne deviens pas mère ou deviens mère mais pas trop vite, arrange-toi pour d'abord être vraiment ancrée dans ce milieu, pas dans les 3 premières années de ta sortie du conservatoire, enfin toute une série d'injonctions qui disaient si tu le fais, fais-le discrètement et ne ramène pas cette question sur le tapis. C'est incroyable. Sois mère, mais alors discrètement. Quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, voilà, il y a cette envie de dire, et si on mettait quand même cette question sur le tapis? Ouais, il y a un père sur ce plateau. Enfin, il y en a 2, il y a moi aussi. Je salue mes enfants d'ailleurs. Emmanuel, bienvenue. Emmanuel de Candido, vous Merci. Êtes comédien, papa. Combien d'enfants vous? Un enfant. Un tout petit aussi? Lucas, 3 ans. D'accord, il va bien? Ah oui, très bien, plein d'énergie. Et vous m'avez dit d'ailleurs au téléphone, c'est important que des pères soient là aussi. Il y a des pères solos, même des pères pas solos, parce qu'on parle toujours de la maternité, mais il y a la paternité aussi qui peut poser problème. Qui peut poser problème ou être quelque chose de bénéfique qui ouvre aussi d'autres ports de créativité, etc. Ouais. Mais je dis c'est important pour se poser la question sur les différences, mais se poser d'abord la question sur les points communs, puisque père ou mère, on est parents, on est d'abord parents. Et du coup, que ce soit en tant que père, en tant que mère, qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on s'implique? Ouais. Une mère artiste aussi sur ce plateau, Gaëlle Copé. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. On quitte un petit peu le théâtre avec vous, j'y tenais parce que c'est l'univers du cirque, donc vous travaillez plus avec votre corps. Vous êtes jeune maman également, très jeune, je crois, il est tout petit. J'ai un fils qui s'appelle Mathis et il est né il y a 5 mois. D'accord. Du coup, j'ai absolument aucun recul sur ma situation, je suis vraiment dans le vif. J'avais le nez dedans, oui. Voilà. Et vous êtes jongleuse? Je suis jongleuse. On va voir ce que ça implique dans votre quotidien. Est-ce que la maternité ou la paternité fait un petit peu peur dans ce milieu? Vous avez déjà un petit peu commencé à répondre, mais je ne sais pas, Cécile, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Si je parle de mon point de vue, en tout cas, j'ai eu l'impression, moi,
pour moi qu'il y avait des choses que effectivement, enfin, comme tu disais Stéphanie, que je devais pas trop ramener dans certains milieux. Voilà, qu'effectivement cette place de la maternité, c'était autre chose et qu'il fallait bien séparer les deux. On se sent un peu plus vulnérable quand on est maman, jeune maman, par exemple, toujours dans ce milieu, bien sûr. Mais je pense que peut-être j'ai parfois eu l'impression d'être un peu scindée en deux. Enfin, on parlait tout à l'heure du fait de ces appels, de dire tiens voilà, il faut venir chercher l'enfant. Oui. Voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Genre c'est vrai que je vous appelle, le gamin à 39,5, il faut vite venir. Quoi. Voilà, c'est quelque chose qui parfois, je pense, est difficile à affirmer, en fait, simplement de, ben non, en fait, voilà, on m'a appelé, je dois y aller. Parfois, dans certains contextes, je pense que c'est pas toujours évident de l'affirmer. Ouais. Stéphanie ? Je crois que c'est compliqué parce qu'on est dans un milieu très concurrentiel et donc on sait que très vite, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la place quand on a un rôle et qui peuvent rentrer dans la danse. Et je pense que c'est devenu aussi angoissant pour beaucoup d'artistes parce qu'il y a eu toute la phase de Covid qui fait que les solutions se sont atrophiées. On a eu moins de solutions de garde, on a eu moins de grands-parents présents. Enfin, donc ça a encore augmenté en fait le désarroi de certains parents parce que vraiment les réseaux d'entraide ont fortement diminué dans ce contexte-là. Donc je pense que c'est vraiment encore plus aigu qu'il y a quelques années. Ouais, je crois qu'il y a vraiment un désarroi. D'ailleurs, j'ai fait un appel pour préparer cette émission. J'ai eu énormément de témoignages. Je n'avais jamais eu ça à ce point-là. Ça montre qu'il y a quelque chose. Vous partagez ce sentiment, Gaëlle ? Oui, moi, j'ai eu, en tout cas pour ma part, très peur d'avoir un enfant. Ça a été vraiment une grande réflexion, justement, pour la question du corps et d'être présente dans mon milieu, dans ma carrière, de pouvoir continuer mes projets. J'étais là. En fait, j'ai pas envie de les arrêter à cause d'un enfant. J'ai envie de continuer coûte que coûte. Et ça m'a fait peur. Et puis un jour, je me suis dit, bon, c'est trop bête de passer à côté de ça. Et la vie, ça fait partie. Et je me suis lancée, mais... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du cirque qui refusent justement d'avoir un enfant à cause de ça, à cause de la transformation du corps et de l'organisation après ? J'ai des copines filles, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Mais pour ces questions-là, parce que c'est vrai que en fait, moi j'ai plus su jongler assez vite pendant ma grossesse. J'ai dû arrêter de jouer mes spectacles. Là, la reprise c'est compliqué. Ça fait 5 mois que j'ai accouché et mon corps il n'est pas encore prêt. Alors que je dois jouer. Dans tout ce temps-là, j'ai pas pu m'entraîner. Alors qu'il y a tout le monde autour de... Tous les hommes et les gens qui n'ont pas d'enfants continuent à s'entraîner. C'est la question de la concurrence là, dont parlait Stéphanie un peu. Oui, et de la performance. Voilà, et il faut faire le choix de, ok, là, je vais peut-être pas progresser techniquement. Moi, je me suis dit, bon, je vais apprendre d'autres choses. Voilà, avoir un enfant, ça va m'ouvrir à d'autres sensibilités. Et c'est pas grave pour la technique, mais c'est sûr que c'est un choix et il faut être conscient que c'est là. Quand on est père, Emmanuel, ces questions-là se posent moins évidemment, en tout cas pas la transformation du corps, à moins de faire une grossesse, je sais plus, pas nerveuse, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le cas. Mais il y a d'autres questions quand même qui se posent. Ah oui, moi la naissance de mon fils, ça a totalement bouleversé ma vie évidemment personnelle, mais ma vie professionnelle aussi. Ouais. Moi, j'ai pas écrit pendant 1 an après sa naissance, et je dis 1 an, je veux dire les choses ont dû se remettre en route. Moi, je suis quelqu'un qui créait un peu à n'importe quelle heure en journée, qui avait besoin de beaucoup de temps à ne rien faire pour y retourner. Le silence. Ouais, enfin de silence ou d'espace-temps comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un enfant et que ça implique d'autres rythmes ? Et qu'est-ce qui fait quand on a un enfant ? Moi, je suis en couple avec une danseuse chorégraphe, donc on partage des réalités aussi de création. Et comment est-ce qu'on trouve un équilibre pour que chacune puisse être investie dans son travail, quoi. Comment ça s'est passé pour elle d'ailleurs ? Elle n'est pas là pour en parler, mais vous étiez auprès d'elle quand on est danseuse justement et qu'on se retrouve enceinte. Alors c'est parmi presque, j'ai eu un coup de bol, je vais dire, c'est que on parle beaucoup de congé paternité. Moi, il se trouve que sur la période de travail, c'était une période de travail où j'étais pas sur scène, mais donc où j'ai pu être là déjà pendant la grossesse, l'accouchement, mais aussi après la naissance pendant vraiment quelques mois. Et puis, le Covid, ça a été compliqué pour plein de choses, mais ça nous a obligés parfois aussi d'être à domicile avec un enfant en bas âge. Et je pense que ça a aussi, pour ma part, en tout cas, créé une relation peut-être d'autant plus proche avec un enfant en bas âge. Et donc, c'est ça qui m'a aussi poussé à me poser toutes ces questions et à créer ces dispositifs avec la compagnie MAPS. Ouais. Est-ce que mélanger le
personnel et le professionnel, c'est bien vu ou est-ce que c'est compliqué? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça passe bien de parler de sa maternité, des questions d'allaitement, tout ça auprès de vos metteurs en scène qui sont souvent des hommes? Il n'y a personne qui représente le cinéma, mais j'ai eu des témoignages aussi dans le monde du cinéma, c'est pas beaucoup plus bruyant. Voilà, est-ce que c'est des choses, est-ce qu'on peut parler facilement de ces questions-là à la personne qui vous met en scène, Stéphanie? À votre avis, ou est-ce qu'il y a encore une barrière? Ça y est, ce que je veux dire. Je crois que c'est pas simple. Je crois que c'est pas simple et je crois qu'il faudrait que les lieux mettent en place une série de bonnes pratiques. J'entendais par exemple un théâtre où ils font une réunion en début d'année pour rappeler à leurs employés qui sont dans les bureaux que les congés parentaux qui existent, mais ces messages-là, ils n'arrivent pas jusqu'aux artistes qui vont traverser le théâtre pour des périodes courtes. D'accord, donc c'est pour les administratifs, quoi, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ouais. Et je parle c'est un exemple d'un théâtre qui met ça en place. Donc je crois que c'est pas simple. Et j'entends beaucoup de témoignages par exemple d'artistes. C'est parce qu'une artiste plus expérimentée a été réclamée des droits pour l'artiste qui allait être parent et que cette personne a pu obtenir un logement pour son enfant et sinon elle n'aurait pas osé. Ouais. Il y a ça aussi peut-être. L'âge, l'expérience. Les artistes qui deviennent mères sont souvent plus jeunes, forcément, c'est biologique entre guillemets, et donc peut-être qu'elles ont aussi moins peur, plus peur de s'exprimer, je sais pas, Gaëlle. On est moins, vous voyez ce que je veux dire, on est moins sûr de soi. Dans mon cas, c'était surtout que, donc par exemple, j'ai un projet auquel j'ai envie de participer et de continuer, qui impliquait de la part des metteurs en scène que je sois présente à une résidence début juillet, c'est-à-dire que j'avais accouché 2 mois et demi avant. Ah oui, et en tant que jeune artiste très motivée, j'étais là, ok, ce projet c'est sur 5 ans, je vais tout faire pour être présente. Et en effet, j'ai été à la résidence avec mon enfant, son papa, on s'est organisé, voilà, c'est en France. Et malgré toute la bonne volonté du monde, en fait, mon corps n'était pas prêt physiquement à suivre le travail. Je ne pouvais pas courir comme il le demandait, sauter comme il le demandait. Il y a dû avoir des réajustements dans la résidence. J'ai dû dire, écoutez, là, je ne peux pas sauter, là, je ne peux pas courir. Ouais. Voilà. Alors oui, ils acceptent parce qu'ils sont ouverts, mais ça demande quand même des discussions, ça demande quand même un travail de moi vers eux qui dit, en fait, ça, je ne peux pas. Et c'est pas à l'inverse, eux qui disent, ah non, Gaëlle, ne fais pas. C'est tout le temps en discussion. Ça me fait penser à un sentiment de culpabilité qui pourrait s'installer aussi. On se dit, voilà, je ne vais pas oser aller parler de ça. Vous parlez tout à l'heure d'allaitement. C'est compliqué, il faut passer une barrière, non? J'ai l'impression. Mais je pense aussi que, tu parlais tout à l'heure, là tout de suite, de la durée aussi de la collaboration. Moi, par exemple, avec les collaborateurs et surtout collaboratrices avec qui je travaille régulièrement, ça se passe admirablement bien. Et il y a vraiment quelque chose de la compréhension, du fait de la bienveillance, de dire si à ce moment-là tu peux pas être là, on trouve des solutions, on s'arrange, on sait bien quelle est ta situation familiale, et ça a toujours été vraiment très 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 bénéfique. Après, c'est peut-être plus par rapport aux collaborations à plus court terme où les gens connaissent moins la situation. On vient pas d'emblée en disant écoute, voilà, moi j'ai 2 enfants, donc j'impose ceci et cela. Ça, c'est une position qui est très difficile à avoir, et donc par rapport à des relations comme ça à plus courte durée, je pense que c'est à cet endroit-là aussi que c'est plus compliqué, quoi. Si d'emblée il n'y a pas des choses qui sont mises en place, est-ce qu'on va oser arriver au Théâtre National et dire bonjour, est-ce qu'il y a une salle pour tirer mon lait? Enfin, c'est des choses qui... Il y a encore une espèce de gêne, encore une espèce de tabou aussi de parler de ça et d'affirmer le fait que, oui, en fait, ce lait que je dois tirer pour mon enfant qui n'est pas là, qui ne fait pas partie du projet, mais en fait c'est une réalité qui est quand même présente au travail. Confirmé? Vous confirmez ce genre de sentiment? Tout à fait, et on a besoin d'exemples. En fait, on a besoin, par exemple, moi, quand mon dernier avait 6 mois, je suis partie jouer en Chine, et quand je raconte ça, beaucoup d'artistes me disent ça fait du bien d'entendre ça, d'entendre que ça a été possible. Et j'ai tiré mon lait dans la douche en Chine pour que l'allaitement continue et que je puisse continuer à allaiter à mon retour de Chine. Ouais. Et le fait de le raconter, j'ai cet écho de filles qui disent ah oui, alors c'est possible, alors t'as continué, alors t'étais déjà à l'étranger, alors que ton enfant avait 6 mois. Et moi, ça m'a fait énormément de bien à ce moment-là, après avoir été vraiment autour de mon enfant pendant ce temps-là,
d'avoir aussi mon moment de liberté, et ça a rééquilibré des choses dans mon couple, et c'était une très belle expérience, et j'ai envie de... Et on a besoin d'exemples comme ça, on a besoin d'artistes associés dont on sache qu'elles sont artistes associées dans un théâtre, et par ailleurs, elles sont aussi parents d'enfants en bas âge, on a besoin d'exemples. Donc ça fonctionne parfois. Est-ce que vous êtes comédien? Oui, heureusement. Pour nous, parce que... Et les petits aussi. Manuel, vous êtes comédien. Quand on fait un casting en cinéma ou une audition pour le théâtre, est-ce qu'on a tendance à cacher, et la question se pose à vous toutes, hein, on a tendance à cacher que voilà, on a un petit enfant, un enfant en bas âge, parce qu'on se dit que si on dit ça, il va pas nous prendre, je sais pas. Moi, je fais peu de casting. C'est plus trop via la compagnie que je crée des projets personnels. N'empêche que Compagnie Maps, j'ai pas compagnie Maps, oui. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une question qui sera d'emblée moins posée à un acteur, à un homme qu'à une femme, en se disant, et tout ça est aussi du préjugé, mais en se disant que ça a moins d'implications, qui sera moins disponible, etc. Mais il y a un mot que vous mettez en valeur, et je pense qu'il est vraiment important, celui de la culpabilité. En fait, tout l'enjeu, en tout cas là où on travaille, c'est de sortir de la question de la culpabilité pour passer à la responsabilité. C'est-à-dire, on va arrêter avec le sentiment de culpabilité, de qu'est-ce que je fais si je suis un père seul, parce que, par exemple, dans le cas des séparations et des divorces, moi, j'en ai plein, des potes artistes, ou c'est ça, des pères. Hein, des pères solos, il y en a plein aussi. Voilà, exactement. Et de dire, voilà, si je dois aller le soir, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à un endroit de responsabilité, et comment est-ce qu'on constate que la question de la parentalité, c'est pas seulement une question individuelle, c'est pas seulement une question de couple, s'il y a couple, mais en fait, c'est une question collective. Ouais. Et c'est là où les responsables d'institutions, mais aussi tout l'environnement parental. Je veux dire, même si on n'a pas d'enfant, on peut faire environnement parental. En tant que metteur en scène, en tant que, j'en sais rien, un tonton, voisin, qui en est. Donc, en fait, un enfant... c'est bien plus qu'un enfant par rapport à ses parents, c'est par rapport à un environnement. Et là, on peut faire quelque chose. En fait, tout simplement. Et je crois que c'est le biais. C'est vrai qu'ici, on focalise sur les artistes. C'est une émission qui s'adresse aux artistes, mais on pourrait évidemment élargir ça, hélas, à plein de métiers, Stéphanie. Oui, par exemple aux infirmières de nuit, à tous ceux qui travaillent en horaire décalé, à tous ceux qui ont des emplois plus précaires. La question de comment on entoure et on fait société autour des enfants, et comment on ne laisse pas des parents seuls dans leur merde. C'est un moment où ils sont dans la merde. Ouais. C'est une question de société. Et il faut vraiment que chacun, à son niveau de pouvoir, s'empare de cette question. Nous, à notre petit niveau, on avait déjà, on organisait des résidences, puis on est devenus parents, et donc on a lancé un projet pilote qui était des résidences enfants admis, et on savait pas si ça, c'était vraiment un projet pilote, on savait pas si ça allait être une réussite, parce que ça aurait pu être un peu une galère, et il s'est avéré qu'en fait ce projet était très porteur. Donc on part, on est 6 artistes, et on part avec 6 enfants qui sont pas encore en obligation scolaire, donc qui ont moins de 5 ans. Il y a des baby-sit alors il y a 2 formidables nounous qui nous accompagnent, parce que évidemment le but c'est qu'on puisse décharger les parents de la charge mentale et offrir un cadre profitable autant pour les enfants que pour les parents. Donc il y a une maison dans laquelle les artistes créent, et une maison à côté qui est l'espace crèche, et tout le monde se retrouve le soir. Et les parents n'ont pas à penser à la question de la nourriture, etc. Et donc c'est Alors vous avez décidé de rester artiste. Il y en a qui décident soit de plus rester artiste. Moi, je connais une comédienne, par exemple, qui est devenue sage-femme ou architecte d'intérieur. Vous avez switché aussi, comme on dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, de scénographe à autrice, parce que c'est plus simple, en fait, c'est ça? Alors, c'est pas uniquement pour ça, mais effectivement, ça a coïncidé avec la naissance de mon premier enfant. Et c'était pour plein de raisons différentes. Et notamment aussi, je retrouvais vraiment un espace de création, en fait, un petit peu... je pouvais écrire dans ma tête en allaitant, je pouvais écrire, prendre des notes sur mon téléphone en endormant mon bébé. Enfin, il y avait quelque chose aussi de beaucoup plus flexible. Et puis aussi, nous, on a eu un enfant qui a eu des gros soucis de santé. Et donc ça aussi, évidemment, ça rajoute à la problématique de la parentalité, quand en plus de ça, il y a des hospitalisations et tout ça. Et du coup, là, par rapport à ça, c'est vrai que la pratique de l'écriture, qui est une pratique plus solitaire, me permettait aussi d'écrire de n'importe où, d'écrire depuis l'hôpital, mais aussi, puisque le papa part souvent en tournée, du coup, on a un camping-car, on le suit en tournée, j'écris dans le camping-car. Voilà, c'est cette flexibilité-là, en fait, qui permet de rester dans un acte où moi, tout d'un coup, je vais retrouver une créativité incroyable et un espace de liberté immense,
avec mes enfants, pas tout le temps, bien heureusement, mais un équilibre en fait qui me permettait aussi de sortir un peu plus de ce que j'imposais à une équipe en fait théâtrale. Ouais. Voilà. C'est vrai que le côté artiste solitaire, évidemment, on peut parler des écrivains, on connaît tous l'histoire de l'autrice d'Harry Potter, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit tous les Harry Potter avec les couffins. Enfin, elle allait dans un salon de thé à Londres et je crois qu'il y avait 3 enfants, les couffins étaient autour d'elle. Ça ne l'a pas empêché de travailler, c'est un peu différent. Je voudrais qu'on dise un mot parce qu'on a un peu effleuré ce sujet, celui de la précarité. On sait quand même que ce sont des professions globalement précaires, la profession d'artiste de scène. Quand la maternité vient s'ajouter à ça, c'est comme s'il y avait encore une charge supplémentaire. Ça peut être un frein aussi, Gaëlle, non ? Oui, là j'étais en train de réfléchir. Par exemple, la semaine prochaine, je pars en résidence en France, à Lyon. Et comme mon petit, il est tout petit, il vient avec moi et c'est ma sœur qui vient comme nounou. Et en fait, je dois payer les billets de train de ma sœur, le logement Airbnb, la nourriture de ma sœur. Et en fait, au final, en allant travailler à Lyon, je pense que ça me coûte plus cher d'y aller que de ne pas y aller. Et ça, j'avais pas pensé à ça. Et souvent, aller quand on a des dates et tout ça, la question des nounous, elle n'est pas vraiment prise en charge. En fait, c'est la compagnie qui paye la chambre en plus, c'est la compagnie qui paye la nourriture de la nounou ou du nounou. Voilà, ça je viens de réfléchir au niveau de la précarité, c'est quand même pas terrible pour la semaine prochaine. C'est concret. Clairement, c'était déjà compliqué. On va pas aborder la question du statut d'artiste parce que ça fait déjà plusieurs émissions, on y reviendra. Mais on sait que c'est extrêmement compliqué, que la question de la parentalité doit absolument être prise en cause. Oui. Mais là-dessus, on a quand même on a une possibilité, on a des chances. À partir du moment où on considère que c'est plus seulement une question individuelle, mais c'est une question de système, il y a quand même des tas d'endroits dans le système où on peut bouger les choses, demander que ça bouge, et ça bouge. Exemple. Là où on peut bouger les choses, c'est par exemple où tu parles de la question de nounou ou de billets d'avion. Alors c'est très concret. C'est au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de WBI, donc c'est les interventions d'aide à la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on a le droit d'inscrire dans un budget qu'en fait on a besoin de quelqu'un pour assister pour l'enfant ou la question du couple. Il faudrait, on n'a pas le droit pour l'instant quand vous rendez un projet. C'est là où on voit quand même qu'il y a quand même, nous en tout cas parmi les gens qu'on a rencontrés, beaucoup de bonne volonté des théâtres, des compagnies ou de personne à personne, en disant ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais faisons quelque chose, imaginons quelque chose. Mais par contre, on sent que ça bute encore sur des questions administratives. Dans le cadre du statut d'artiste, évidemment, où il y a plein d'artistes déjà en situation de précarité qui vont être bloqués par le système et ce qui est imposé. Mais même en dehors, par exemple sur la question budgétaire, sur la question... Moi, je pense par exemple qu'une des bonnes solutions, c'est de favoriser des budgets pour les temps de recherche et de développement. C'est-à-dire, comme tu dis, tiens, en fait, dans quel état ou dans quel état physique je suis, pour l'instant, ce que je vais pouvoir faire, c'est écrire ou développer quelque chose qui est plus à table. Mais ça, vous savez que c'est compliqué, parce que c'est pas dans l'esprit des fonctionnaires, c'est pas rentable. Pas dans l'esprit on le voit pas. Alors, on le voit pas. Il y a quand même des mesures qui sont possibles, et c'est quand même dans l'esprit de nouveau, au niveau des théâtres, des compagnies, on le défend, on l'amène, et il y a quand même des choses qui sont possibles. Ouais. Il y a quelque chose de positif aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de directrices de théâtre. On en a reçu plusieurs ici. Peut-être que ça peut peut-être faire bouger un petit peu les limites, non ? Je vous vois sourire, vous n'y croyez pas ? Non, alors je suis heureuse qu'il y ait plus de directrices, mais je voudrais pas limiter. C'est trop simpliste de se dire c'est les femmes qui vont être les alliés. Il faut pas que ça devienne un sujet de femmes, c'est un sujet de société, et il faudrait que les directeurs soient autant des alliés de cette question que les directrices. C'est pas vraiment... trop le cas pour l'instant dans les directions de théâtre. On pense pas trop à ça. Il n'y a pas de table à langer pour les comédiens qui sont en répète, des choses comme ça. Je sais pas, Cécile. On parlait de cette collection de photos qu'on aurait dû faire, des moments où on a changé nos enfants sur des scènes, où on a... Non, pour moi, a priori, non, il y a pas de... Enfin, je ne connais pas cette pratique-là. Pourtant, c'est pas très compliqué de trouver un espace pour ce genre de choses, tout de même. Mais je pense que déjà, à la base, la place de l'enfant, on ne considère pas que les enfants ont une place dans le milieu professionnel, tout simplement. Ouais. Donc, je pense que c'est encore aller un pas plus loin que de supposer qu'effectivement, il y aura des parents. Donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir des enfants, donc on met des choses en place. C'est encore un pas vraiment plus loin. Mais... Il y a beaucoup de choses à faire. On va en parler, l'émission se termine tout doucement. On va en parler, évidemment, on va prolonger tout ça lors de ce colloque. J'aurais aimé qu'on parle aussi du territoire personnel qui se modifie
parce que ça peut être inspirant aussi finalement d'être maman et changer un petit peu son rayon d'imagination, etc. Ça peut ouvrir. Il y a plusieurs auteurs que ça ouvre, mais j'imagine dans la création d'art de la scène aussi. On pourrait parler de tout ça. Je vais rappeler quand même la date de ce colloque, c'est le 4 octobre. C'est à la Bellone, c'est ouvert à tous. Les gens qui nous écoutent peuvent aller. Tout à fait. Il y a un lien pour réserver qu'on peut retrouver sur le site de notre compagnie ou sur le site de la Bellone. Voilà. On a vu une très belle photo aussi. On pourrait peut-être la remettre parce qu'elle est vraiment belle. Elle résume bien l'émission. Vous pouvez citer la photographe, Cécile ? C'est Catherine Lonely. Voilà. C'est important de citer les photographes qui sont aussi des artistes. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. J'espère que ça va débloquer les choses. Un temps soit peu. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.